Bonjour, je vous propose une nouvelle vidéo dans cette série consacrée au sol. Aujourd'hui, je vais parler des étapes de la formation du sol, c'est la pédogénèse. En effet, un sol ne se trouve pas là où on le voit depuis toujours. Il a un début, il a une évolution. Alors, comment un sol se forme-t-il? Comment est-ce qu'il évolue? Mais avant, étudions un sol actuel pour décrire son aspect. On observe dans cette coupe d'un sol encore appelé profil du sol des couches superposées de couleurs différentes. On les appelle des horizons du sol. Ce ne sont pas des couches géologiques, mais des niveaux à caractéristiques et compositions différentes. Cette différenciation selon l'axe vertical du sol résulte de phénomènes naturels qui se sont succédés au cours du temps. Les pédologues utilisent les lettres majuscules O, A, B et C et E pour identifier les horizons principaux. La plupart des sols ont trois horizons principaux. Le premier ici, le deuxième et le troisième. On va connaître tout de suite leur nom. Plus un niveau superficiel ici, qui est constitué de feuilles végétales mortes et des restes de végétaux qu'on appelle donc la litière. Sur cette photo, je vais vous faire apparaître les horizons par des limites. Regardez. Voici la première limite qui délimite donc le premier horizon superficiel. On l'appelle aussi la litière au horizon O. C'est un niveau riche en matière organique qui se décompose. Puis je vais tracer la deuxième limite en dessous. On a ce niveau compris entre ces deux limites. Ce niveau a une couleur un peu foncée, qui contient aussi des racines des végétaux. C'est l'horizon humique ou l'horizon A. Puis, on a aussi cette limite. Alors, ce niveau compris entre ces deux limites, avec une couleur un peu moins foncée que la première, c'est l'horizon minéral ou l'horizon B, on l'appelle aussi horizon d'accumulation. Enfin, dernier niveau, dernier horizon, cet horizon s'appelle la roche-mère ou l'horizon C. Donc, un sol type contient trois horizons, plus la litière. Donc, le premier horizon principal, l'horizon humique, l'horizon A. Deuxième horizon principal, c'est l'horizon B. Troisième horizon principal, c'est l'horizon C ou bien la roche-mère. Je récapitule. Le sol se compose de couches au horizon qui sont la litière ou horizon O. Il correspond à l'accumulation des débris végétaux en décomposition. L'horizon humique ou horizon A, très riche en humus, matière organique issue de la décomposition de la litière, elle est généralement de couleur foncée, couleur noire. L'horizon minéral ou l'horizon B, c'est l'horizon où s'accumulent les sels minéraux et les éléments chimiques. Puis la roche-mère ou l'horizon C, c'est la roche géologique d'origine qui a donné naissance au sol, c'est-à-dire le substratum géologique initial. Il peut s'agir soit du calcaire, soit du granit, soit du sable, par exemple, soit du basalte. Remarque, on peut avoir d'autres horizons issus des premiers déjà cités selon l'évolution du sol. Alors, on peut se demander maintenant comment se forment ces horizons. Comment se forment les horizons du sol? Je vais expliquer donc les étapes de la formation des trois horizons principaux du sol à l'aide de ces quatre schémas. Je commence par la première étape. Partant de la roche initiale mère, substratum géologique initial,
c'est la roche géologique initiale. Au début, cette couche géologique initiale va subir l'action de plusieurs facteurs climatiques, par exemple les précipitations, la pluie et la neige, les tempêtes et le vent et l'action des rayons solaires. Par exemple, la chaleur produite par ces rayons. Alors, la conséquence directe, c'est que la roche-mère subit des craquelures, des fissures, qui va donc fragmenter cette roche. Je passe à l'étape numéro 2. Toujours sous l'action des mêmes facteurs climatiques, ce sont des facteurs d'érosion, cette roche-mère a subi donc une fragmentation en petits ou grands fragments, des blocs, des fragments plus petits, des fragments moyens. Regardez. Voilà. Donc, cet horizon, c'est toujours la roche-mère. Maintenant, c'est l'horizon C. Conséquence, c'est que la partie superficielle de cette roche-mère va devenir donc plus tendre et plus friable et peut donc permettre l'apparition des premières plantes. À ce stade donc, il n'y a qu'un seul horizon, c'est l'horizon C. J'ai schématisé ici les premières plantes qui vont apparaître. On va discuter ça donc après. Je passe à l'étape numéro 3. Toujours la roche-mère continue de subir donc une fragmentation, des craquelures, des fissures aussi en bas, et toujours l'action de ces facteurs d'érosion, c'est-à-dire des facteurs climatiques. Maintenant, les plantes apparaissent de plus en plus. Voilà. Ces plantes, donc, qui sont apparues, meurent et se décomposent. Après leur décomposition, il y a formation de l'humus, qui va donc former cette couche superficielle, riche en humus. C'est l'horizon A. Donc, on a cette formation de l'horizon A, et on a en bas l'horizon C. Donc, ici, c'est un sol très jeune, qui n'est pas encore complet, qui n'est constitué que par deux horizons, l'horizon A et l'horizon C. Je passe maintenant à la dernière étape, c'est l'étape numéro 4. Toujours la roche-mère, qui a subi donc la fragmentation et l'altération. C'est toujours l'horizon C. En haut, les plantes apparaissent de plus en plus, donc elles se multiplient encore, et vont donc former encore plus davantage l'horizon humique, donc la quantité d'humus va augmenter, et c'est l'horizon A. En même temps donc, il y aura formation entre les deux horizons A et C d'un nouveau horizon, c'est l'horizon B, avec donc ce qui reste des blocs et des fragments de la roche-mère qui sont aussi en train d'être fragmentés et en train d'être altérés. C'est l'horizon B. À ce stade, on a donc un sol qui contient trois horizons, l'horizon A, l'horizon B et l'horizon C. Donc on peut dire maintenant que c'est un sol complet. Alors je vais réexpliquer maintenant l'étape 1, l'action des facteurs d'érosion sur la roche-mère. Étape 1, des agrégations de la roche-mère. Regardez. La roche géologique mère dure et compacte ne permet pas la germination et la fixation, donc la multiplication des plantes. Donc les plantes ne peuvent pas apparaître sur un tel sol ou bien une telle roche. Donc on aura ici intervention des facteurs qu'on vient de voir qui vont provoquer la fragmentation et la désagrégation de cette roche. La roche qui subit donc les facteurs d'érosion peut devenir partiellement meuble et friable,
ce qui va permettre l'apparition des premières plantes. Ça peut permettre donc la germination et la fixation des plantes. Voyons maintenant ces facteurs d'érosion. Les facteurs d'érosion, comme on vient de voir, ils sont dus essentiellement à des facteurs climatiques comme les précipitations, le vent et l'action des rayons solaires. Mais on peut distinguer deux types de facteurs d'érosion. Il y a des facteurs mécaniques, physiques, il y a des facteurs chimiques. Alors les facteurs physiques, que sont des facteurs donc, qui provoquent la fragmentation d'une roche par des forces, par exemple la pluie, la neige, le vent, les vagues, l'action des vagues, l'éboulement des roches, tout ça donc, ce sont des facteurs physiques, mécaniques. Il y a aussi le gel et le dégel d'une roche. Les fissures peuvent donc se remplir d'eau. Pendant la nuit, cette eau devient gelée et son volume augmente, ce qui augmente encore plus donc les fissures. Et les facteurs chimiques, ce sont les facteurs qui ont rapport avec l'acidité, le pH de l'eau. L'eau qui devient de plus en plus acide, donc a une action plus forte sur l'altération des roches. Je récapitule. Description des étapes de la pédogénèse. Étape initiale, c'est la roche-mère. Étape numéro 2, début de désagrégation et altération de la roche-mère par des facteurs d'érosion, apparition des premières plantes. Étape 3, formation de l'horizon A grâce à la décomposition des végétaux et formation de l'humus. Le sol a deux horizons, c'est une roche-mère, puis l'horizon A, c'est un sol jeune. Étape 4, formation de l'horizon B grâce à l'accumulation des colloïdes. C'est un sol à trois horizons. L'horizon A et l'horizon B et l'horizon C. C'est un sol mûr, c'est un sol complet, c'est un sol fertile. Maintenant, parlons un tout petit peu de l'étape 2, c'est-à-dire l'humification et la formation de l'horizon A. On vient de voir que la pédogénèse dans une région géographique donnée commence toujours par l'intervention des facteurs climatiques. Ce sont ces facteurs qui vont permettre la fragmentation et la désagrégation de la roche géologique d'origine et faciliter ensuite la colonisation des premières plantes. Ce sont des lichens et des mousses qui seront les premières plantes à coloniser un tel milieu non encore favorable à la vie des autres plantes. Un lichen est un champignon associé à une algue. On voit ici sur cette photo un lichen, alors qu'on voit ici des mousses. Ce sont les premières plantes qui peuvent coloniser un endroit non favorable. On les trouve sur les sommets de montagnes. On les trouve aussi sur des rochers du bord de la mer, sur une lave basaltique refroidie. En se décomposant, ces premières plantes peuvent donner les premières quantités d'humus qui peuvent donc ensuite favoriser l'apparition d'autres plantes. Alors sur ces deux photos, on a ici des mousses et on a dans l'autre des lichens. Voilà, je vous propose d'autres photos. Regardez sur cette photo, on a ici, avec cette couleur orange, c'est une autre espèce de lichen, alors qu'avec une couleur verte, c'est toujours des mousses. Une autre photo, c'est toujours la même chose, des lichens avec des couleurs variées, puis des mousses. Alors qu'il n'y a aucune autre plante qui est visible sur la photo, ce sont des milieux hostiles aux autres plantes qui ne peuvent pas donc pousser sur de tels milieux. Voilà, c'est des mousses, puis des lichens. Notre photo, regardez ici. Sur ces deux photos, on a des rochers, des blocs de rochers, des roches anciennes, des roches basaltiques,
c'est un paysage volcanique qui ne permet pas encore d'accepter donc la multiplication des plantes habituelles. Donc les premières plantes à apparaître, ce sont des lichens ici avec cette couleur jaunâtre et des mousses. Ici, surtout sur cette photo, on voit très bien des mousses et des lichens sur cette roche. Donc c'est une roche mère fissurée et érodée et envahie par les lichens et les mousses. Comment se fait l'humidification du sol? Le sol est recouvert des restes de végétaux et animaux, c'est la litière. Le sol est un milieu naturel caractérisé par sa biodiversité importante de la faune et de la flore. Le sol contient une masse importante de lombriques, des champignons, des insectes, des acariens, des larves, des mille-pattes et un nombre énorme de bactéries. Voici quelques photos qui représentent la litière. On voit sur ces deux images la litière qui recouvre certains sols, surtout au milieu forestier. On y voit des feuilles des arbres, des fruits, des graines, des débris des végétaux. Alors, toute cette litière, est-ce qu'elle est avantageuse ou néfaste pour le sol? Autre question, pourquoi l'épaisseur de cette litière n'augmente pas trop, même si les feuilles des arbres chutent en grand nombre chaque année? Voilà quelques exemples de la microfaune du sol. Cette microfaune est très variée en espèces et en nombre d'individus. On peut faire leur inventaire grâce à une méthode dite de Berlez. Elle consiste à mettre un échantillon frais du sol sous une lampe allumée et la lumière et la chaleur de cette lampe provoquent la fuite des petits animaux qu'on peut alors récolter et étudier. C'est la microfaune du sol. On a ici par exemple des colomboles, des acariens, des coléoptères, des isopodes, des thysanoures, des chilopodes, des forficules, des pseudoscorpions, des termites, des lombriques et plusieurs autres espèces. Quel est le régime alimentaire de ces espèces animales? Par exemple, si je prends des escargots et des limaces, ils mangent les feuilles végétales vertes. Donc on va dire que leur régime alimentaire, c'est herbivore. Les colomboles, certains acariens, pas tous, parce qu'il y a des acariens végétariens et il y a aussi des acariens carnivores. Les cloportes, des lombriques, ils se nourrissent des feuilles mortes en décomposition. On dit qu'ils ont un régime alimentaire détritivore. Les termites, ils mangent du bois. On dit qu'ils ont un régime alimentaire xylophage. Enfin, les bactéries et les champignons se nourrissent de tout. Par exemple, des feuilles mortes en décomposition, ce sont des décomposeurs. Alors, regardez donc, si on regarde ces régimes alimentaires, on comprend leur rôle. Est-ce que cette microfaune est utile ou non utile par rapport au sol? Oui, elle est utile parce que c'est elle qui va donc décomposer, se débarrasser de la litière et la transformer progressivement en humus en se nourrissant donc des feuilles végétales et en décomposant ces feuilles mortes, en décomposant ici le bois par ces animaux, par cette microfaune, ça va permettre la décomposition de la litière et la formation de l'humus. Conclusion. La litière se transforme continuellement en humus. C'est grâce à la dégradation et la décomposition par les êtres vivants détritivores, xylophages et décomposeurs. Ça permet aussi l'humidification des sols. Donc l'horizon se forme grâce à la dégradation de la litière par les êtres vivants, ce qui entraîne la formation de l'humus. C'est le processus de l'humidification. L'humus est une matière organique essentielle à la fertilité des sols.
Ce travail fait par la microfaune est très important, sinon la litière va s'accumuler d'année en année. Si les feuilles des arbres qui tombent sur le sol ne sont pas décomposées, donc leur quantité va augmenter progressivement. Et on aura donc des litières qui peuvent avoir des épaisseurs de 1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres. Mais heureusement, cette litière est continuellement décomposée et son épaisseur reste toujours constante. Cherchons maintenant les autres rôles de la faune du sol. Regardez, par exemple, les lombriques creusent des galeries. Voici donc une photo réelle sur laquelle on voit des galeries, des lombriques. Voilà ici, on schématise ça. Et on voit donc beaucoup de galeries qui vont être creusées par les lombriques. Les animaux qui creusent des galeries et terriers permettent de mélanger les particules et les colloïdes du sol et permettent son aération et la circulation de l'eau. Donc un sol où il y a beaucoup de lombriques est un sol qui va être bien aéré et où l'eau peut circuler d'une façon normale et importante et où les colloïdes minéraux peuvent donc circuler, ce qui va permettre donc d'améliorer la fertilité du sol. Je récapitule, la faune et la flore du sol sont indispensables pour décomposition de la litière, production et enfouissement de l'humus, aération du sol, infiltration de l'eau, mélange des éléments du sol comme l'humus, les colloïdes et les minéraux. Étape 3, formation de l'horizon B. Voilà ici par exemple, ici les 3 horizons formant le sol, l'horizon humique A en haut, l'horizon C ou la roche-mère en bas, puis l'horizon B au milieu. Alors, comment se forme l'horizon B? Il y a donc migration des colloïdes minéraux à partir de la roche-mère. La roche-mère, en se dégradant, en subissant l'altération, va libérer les minéraux, les cations, et va libérer aussi des colloïdes argileux. Tout ça donc va migrer en haut vers le niveau B. Migration du colloïde argileux et minéraux. En même temps, à partir de l'horizon A, où il y a formation continuellement des colloïdes humiques, des composés humiques, ils vont migrer aussi vers le bas. Migration des colloïdes humiques. Alors, à ce niveau B, il y aura mélange des colloïdes humiques avec des colloïdes argileux et minéraux. On aura donc formation de ce qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. C'est les complexes argilo-humiques. Donc c'est à ce niveau où se forment des complexes argilo-humiques qui sont nécessaires à la fertilité du sol. Récapitulons. L'horizon B se forme grâce à la migration et à l'accumulation du colloïde. Les colloïdes minéraux et argileux qui proviennent de l'altération de la roche-mère. Les colloïdes humiques qui proviennent de l'horizon A. Il y a donc au niveau de cet horizon formation et accumulation des complexes argilo-humiques essentiels à la fertilité du sol. Notion de minéralisation. Les décomposeurs microscopiques, c'est-à-dire les champignons et les bactéries, continuent la décomposition de l'humus en sels minéraux indispensables à la fertilité du sol. C'est la phase de minéralisation. Donc, on a la litière qui va se décomposer pour donner l'humus, qui va se décomposer à son tour pour donner les sels minéraux. C'est de phénomènes qu'on appelle l'humification, puis la minéralisation se fait par des êtres vivants, la microfaune et la flore microscopique pour la première étape, et la flore microscopique, les microbes, les bactéries, les champignons pour la deuxième étape. Maintenant, on va parler un petit peu de l'étape de lessivage. C'est l'étape ultime de la pédogénèse. Il vient donc après les étapes qu'on a déjà vues.
Regardons ces deux photos de deux sols. Dans le sol à gauche, regardez, je vais délimiter les horizons. Voilà l'horizon A. Mais ce qui est anormal ici, vous voyez, c'est qu'il y a le niveau inférieur de l'horizon A qui a perdu sa couleur foncée et il devient blanchâtre. Pourquoi il devient blanchâtre? Parce qu'il a perdu les colloïdes humiques qui est dans cette couleur foncée. Il les a perdus par quoi? Par quel phénomène? Par lessivage, par les eaux qui s'infiltrent. On va dire donc que l'horizon A se divise en deux horizons. L'horizon initial, originel, c'est A1. Le nouveau horizon lessivé, c'est A2. Même chose sur la deuxième photo. Voilà l'horizon de départ, c'est l'horizon A. Mais il y a un niveau plus clair. Ici, un niveau blanchâtre, c'est le niveau lessivé de l'horizon humique. C'est la limite ici. Donc, il y a A1 en haut et A2 en bas. On va dire donc, plus le sol est âgé, plus il est lessivé, et le nombre de ces horizons augmente. Donc, le fait d'avoir 4 horizons dans un sol, c'est un indice de son âge qui est plus grand. On peut aussi symboliser le nouveau horizon lessivé A2 par la lettre E. Donc, on va dire que les horizons du sol sont A, puis E, puis B, puis C, la roche-mère.